Bonjour à toutes et à tous et très heureux de commencer cette conférence dans le cycle Cher Nouveau Risque avec nos amis du groupe Alliance et le Conservatoire national des arts et métiers. Et je remercie Alain Bauer qui pilote cette initiative et bien sûr Julie Boucher qui l'organise très concrètement. Aujourd'hui, je vous parlerai de ce que j'appelle une temporalité des risques, ou plus exactement une temporalité de l'action et de la réaction. Je partirai de 3 points de départ. Le premier, c'est mes propres recherches et mon propre travail en tant qu'historien, historien des épidémies, et notamment le choléra, mais aussi historien des grands conflits du XXe siècle, la Première Guerre, la Seconde Guerre mondiale. Mon deuxième, évidemment, point de départ, ce sera ce très beau document que nous avons présenté avec Jacques Richier, donc le résultat des premiers travaux de la première année de cette chaire Nouveau Risque, Alliance CNAM. Et puis, le troisième élément qui nourrira ma réflexion, c'est la réflexion médiatique, la réflexion intellectuelle, une espèce d'effervescence autour de la crise de la Covid et comment on peut l'analyser, la penser dans une problématique nouveau risque. La question centrale, elle est claire. Nous avons tous des risques individuels en période de pandémie, notamment d'être malade, voire au pire de mourir. Comment ce risque individuel, il est rapporté à un risque collectif dans une logique multicrise, parce qu'il y a la crise sanitaire, mais il y a aussi la crise politique liée au terrorisme, et puis il y a une terrible crise économique et sociale qui malheureusement va nous toucher. Donc partir de ces risques, interroger leur nouveauté, c'est le thème de la chaire, et interroger est-ce que c'est vraiment nouveau ou pas nouveau, et puis, et le mot nouveauté le dit, renvoyer au temps, parce que c'est la problématique que je vous propose. Aujourd'hui, toutes les questions sont en définitive des questions de temps. On peut dire que la problématique des lieux, elle est assez maîtrisée. Nous sommes dans un espace, cet espace est dans une réalité, la ville, la nation, inscrite dans une mondialisation. Cette échelle, ces multi-échelles, nous les connaissons et nous les maîtrisons. A contrario, la variable temporelle interroge, elle est beaucoup moins explicable et on constate d'ailleurs un glissement de la problématique lieu vers la problématique temps. Prenons l'essayiste très connu, Christophe Guilly, il est parti du lieu, la France périphérique, et aujourd'hui il travaille sur le temps. Comment donc analyser le temps ? Et je partirai d'une référence dans le monde de l'assurance, Denis Kessler, qui nous propose un découpage des temps et qui dit que toute évolution économique, ce sont 4 types de séquences. Des tendances lourdes, des cycles récurrents, des quasi-constantes et des mouvements aléatoires, somme toute assez marginaux. Et dans le domaine de l'assurance, qui constitue notre background, qui constitue notre territoire commun dans cette chaire, on peut insister sur la fréquence très faible d'événements majeurs. Mais ces événements ont une portée très lourde, capable de redimensionner beaucoup de rentes de situation. Comment alors, et c'est la question qui va m'occuper, redécouvrir la valeur du temps ? Penser le temps en période de Covid, qui devient une espèce d'obsession. Prenons les témoignages incessants sur tous les champs d'activité, sur la technologie, sur l'industrie, sur l'économie, sur l'assurance, sur le transport aérien, sur le bon impôt, sur le monde du travail. Tous les porteurs de ces champs-là s'interrogent sur qu'est-ce que ces champs seront demain, comment ils s'inscriront dans la phrase clé « le monde d'après » et comment on peut les repenser pour les projeter dans le futur. Comment, et c'est donc la question, gérer, penser, raconter le temps en période de Covid-19, et puis aussi, et c'est la même question sous un autre angle, comment utiliser les bons mots, alors qu'il y a profusion de textes, voire profusion de discours, et surtout l'émergence de concepts un peu fourre-tout, un peu opaques, sur lesquels il va falloir s'interroger, du collapse à la résilience, de la dystopie à l'eschatologie, autant de termes qui apparaissent comme des réponses clés en main, alors qu'ils interrogent. J'ai choisi 4 grandes dimensions. La première, je l'appellerai de la menace au collapse. La deuxième, de l'urgence aux urgences. La troisième, le retour du temps long. Et enfin, 4e temps, un nouveau narratif, une autre storytelling de cette question centrale, devenue majeure, celle de la résilience. Commençons donc avec la menace du collapse. Il y a une évidence. La Covid-19, c'est un choc temporel extrêmement violent.
Partons de l'analyse du statisticien Nassim Nicolas Taleb. C'est l'inventeur de ce qu'il a appelé le signe noir, à savoir un événement rare, un événement imprévisible, mais aux conséquences considérables. La deuxième réalité, c'est que la manière immédiate de penser l'épidémie renvoie aux perceptions historiques. On parle de la grande peste du Moyen-Âge, on parle de la grippe espagnole. Qu'est-ce que nous dit le passé des épidémies dans le débat contemporain? D'abord, il faut revenir à des ravages terribles qui n'ont rien à voir, fort heureusement, avec ce que nous vivons. 1720, la peste frappe Marseille, la moitié de la population disparaît. Deuxième sujet, c'est la difficulté à apporter une bonne réponse. Et souvent, les médecins sont mis avec les décideurs dans le lot de ceux qui auraient propagé la maladie, donc qui seraient contraires à la maladie. Heureusement, nous en sommes fort loin. Et puis, et c'est peut-être là le lien, il y a un discours obsessionnel sur la fin du monde. L'Apocalypse, dans le registre religieux, avec ou non une eschatologie souterraine. Qu'est-ce que c'est l'eschatologie? C'est ce discours sur la fin du monde qui apparaît en période de grande crise. Quelle est la vie après la mort? La planète va-t-elle disparaître? Et le coronavirus, en ce sens, renvoie à un risque systémique. Une espèce de trou noir avec un impact temporel tant le présent, notre présent, cannibalise le passé et cannibalise le futur. Existe-t-il alors un moyen de se protéger réellement de ce type de risque aujourd'hui et surtout demain? Avec en toile de fond une autre question qui touche le monde, en particulier le monde de l'assurance. Ce monde de la protection des risques, donc le secteur de l'assurance, doit-il et peut-il y répondre alors que la demande est insistante et qu'on voit des textes demandant ce recours croissant à l'assurance? En définitive, la Covid-19 peut être pensée comme une énième forme de la violence de guerre. On voit le retour du mot guerre, dans notamment les prises de position des grands responsables, et évidemment avec tous ces corollaires, dont la question du couvre-feu. Et donc la question qui va nous occuper, c'est peut-on sortir d'une guerre? Car, comme le disait Paul Valéry, les civilisations sont mortelles. Et donc, cette question, en partant du collapse, on arrive à ce couple, ce binôme, qui se forme entre le collapse étant véritablement cette notion d'effondrement total, donc un effondrement total, un collapse et un couple avec la dystopie, une utopie qui virerait au cauchemar, une utopie à l'envers. Tout part en définitive de notre vulnérabilité. Nous sommes vulnérables dans notre chair, nous sommes touchés au plus profond avec la crise, dans notre santé, mais aussi dans notre perception du réel. Et dans un monde où nous nous rassurons généralement, en étant bien informés, en étant bien connectés, nous avons cette fois-ci la sensation d'être fragiles parce que nous ne savons pas, parce que nous ne pouvons pas savoir. Le rapport à l'information repose sur la difficulté à distinguer le bon signal du bruit ambiant. Le collapse étant par définition de l'ordre de l'impensable. Rappelons-nous la commission d'enquête sur l'attentat du 11 septembre. Cette commission d'enquête, elle a déclaré que le 11 septembre, c'était, la phrase est lourde de sens, un échec de l'imagination. Toute gestion politique de la Covid peut donc être lue comme un cauchemar, car comme le dit le philosophe Ulrich Beck, nous sommes désormais entrés dans une société du risque. Il n'y a plus de bonne décision. Tout calendrier politique est somme toute inacceptable. Pourquoi fermer un commerce plutôt qu'un autre? Pourquoi prendre une décision écologique, une nouvelle taxe, une interdiction de circulation, la suppression d'un rituel populaire type un arbre de Noël, alors que la dystopie menace? Et en définitive, revenons à l'un des slogans initiaux des Gilets jaunes, cette fin du monde, eh bien, elle contraste avec ce que déclarent vivre les Gilets jaunes, la fin du monde. Les collapses s'enchaînent donc comme autant de poupées russes dans une espèce de mécanisme infernal. Et en définitive, la crise,
doit-elle être analysée comme une accélération du calendrier? Est-elle réductible au surgissement du signe noir? Dans un deuxième temps, je verrai donc ce que j'appellerai de l'urgence aux urgences. La Covid-19 pose une question majeure, celle de l'urgence pour vivre et ou pour survivre, pour réagir individuellement et ou collectivement. Et donc il faut partir de cette question, est-ce qu'il y a une vraie et une fausse urgence? Comment gérer ce concept d'urgence qui est quelque part en train de nous assaillir? La Covid-19 permet de clarifier et de hiérarchiser la notion d'urgence qui a véritablement envahi notre perception du monde et du quotidien. Et si en définitive, la Covid-19 permettait d'abord de définir ce qui est vraiment urgent, mais aussi de séparer ce qui est urgent de ce qui n'est que comme une construction artificielle, en particulier dans cette période de crise multiple. Partons de quelques exemples de vraies urgences. L'exemple de l'urgence militaire suprême, l'urgence par-dessus tout. Quand un avion ennemi supposé terroriste est lancé sur une métropole de notre pays, l'interception militaire aérienne n'a que quelques minutes, voire quelques secondes pour réagir. Mais la crise actuelle met surtout en avant l'état d'urgence sanitaire. Les vraies urgences sont bien sûr aujourd'hui à l'hôpital. Et sortir de l'urgence sanitaire devient une autre course, qui est la course au vaccin. Or, dans notre société, l'urgent l'a souvent, j'allais dire généralement, emporté sur l'important. Il en découle par exemple que l'urgence pèse dans les relations de travail. Elle devient un concept négatif, nuisible à la santé au travail, donc aux travailleurs, et donc générateur d'absentéisme, ce dont d'ailleurs Laurent Capelletti a montré tous les dégâts dans le premier rapport de la chaire. Il y a pourtant un objectif contradictoire à cette remise en cause d'une urgence banalisée, disséminée dans la société. Il faut en effet faire avancer les choses et vite pour sortir de la crise, pour sortir des crises. Mais alors, quels sont les bons délais de réponse et surtout, comment façonner la réactivité adaptée? Et donc, en définitive, quand on se penche sur la variable temps de cette crise ou de ces crises, on en arrive à une question qui est une question, j'allais dire, d'organisation sociale au sens le plus fort du terme. Quels accélérateurs, quels, je dirais, moyens d'avoir un rythme supérieur sont en définitive acceptables? Je crois qu'il est très important, là encore, d'élargir le propos. On peut considérer que, de façon générale, la notion de progrès, centrale dans le passé, par exemple, depuis le XIXe siècle, ça a été la notion qui a permis de construire notre monde, qui a débouché sur un idéal qui nous a fait tenir et vivre ensemble, eh bien cet idéal de progrès, il a progressivement disparu au cours des temps. Et on voit comment l'idéal de progrès a laissé la place, progressivement, au règne de l'innovation. Alors évidemment, les innovations sont essentielles, et notamment, bien sûr, les découvertes scientifiques. Et on peut remarquer que la crise actuelle montre d'ailleurs que le champ scientifique, la discipline scientifique de laquelle nous attendons les plus grandes découvertes est aujourd'hui clairement la biologie. Il y a eu un temps de la physique, un temps de la chimie, et c'est aujourd'hui de la biologie que nous attendons les découvertes. Nous l'avons vécu avec le séquençage du génome il y a quelques années, aujourd'hui nous le vivons avec les vaccins. Mais la technologie, elle doit être au service du progrès. C'est la condition de son acceptabilité sociale. Il faut donc être agile. Évidemment, c'est ce que permet la virtualisation du monde, ce que permet aussi le passage d'un capitalisme plus industriel à un capitalisme plus numérique. Pourtant, le risque est là, que le capitalisme, conçu comme notre système économique actuel, je le vois évidemment de façon très large, devienne un monde dépassé, lié à une course à l'innovation sans fin. Il y aurait, je dirais, au bout du capitalisme actuel, un horizon écrasé par l'urgence.
Se joue donc le passage majeur d'un capitalisme d'innovation effréné, d'un capitalisme dirigé en quelque sorte en sous-main par une urgence non maîtrisée, vers l'affirmation d'entreprises porteuses et retrouvant la voie du progrès. Et donc, cela m'amène à la question importante, est-ce que la crise est réductible à un accélérateur de tendance et au primat de l'urgence, ou au contraire, ne doit-on pas y retrouver un changement global de paradigme? Et donc, dans un troisième temps, j'irai vers ce que j'appelle le retour du temps long. Et nous retrouvons, ce que j'avais dit en introduction, ces fameuses tendances lourdes qu'a mis en avant Denis Kessler. Un temps long, en opposition bien sûr à l'urgence ou aux urgences. Et je voudrais commencer cette partie avec les propos d'un grand philosophe et physicien, Étienne Klein. Étienne Klein nous dit deux choses qui, à mes yeux, sont absolument centrales. Il dit, dans un premier temps, le temps, donc ce que nous travaillons, ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui, le temps se trouve provisoirement redynamisé en force historique. Et il ajoute, il se peut aussi que nous ayons le courage d'accorder au temps long un statut digne de ce nom. Et donc oui, allons chercher ce temps long, allons le retrouver. Et quand je dis aller le chercher, c'est véritablement partir de le premier élément qui me semble important, ce que j'appellerais des temps enfouis, qui pèsent sur notre manière de vivre la crise. Le premier temps enfoui, c'est ce que j'appellerais un temps sacré, dont on parle peu alors qu'il est toujours sous-jacent. Celui qui, depuis le Moyen-Âge, met en avant l'idée que l'au-delà compte plus que notre vie sur Terre. C'est aujourd'hui celui, par exemple, des croyants qui demandent l'ouverture des églises, car leur foi est bien lui aussi un bien de première nécessité, pour reprendre la terminologie utilisée, et donc qui redemandent à être écoutés et surtout à ce que leur temps sacré percole. Et puis rappelons-nous du premier confinement. Qu'est-ce qui a beaucoup heurté nos concitoyennes et nos concitoyens? Le fait qu'on ne puisse pas enterrer ses proches de façon digne ou normale. Qu'est-ce qui nous choque aujourd'hui dans le déroulement du deuxième confinement? C'est évidemment le respect d'une fête par excellence, la fête de Noël. Donc il y a ce temps enfoui que j'appellerais le temps du sacré. Et puis il y a le temps du travail salarié, de l'industrie, nos manières usuelles, habituelles de mener nos activités. Même si, on peut le noter, ces rythmes-là, qui sont des rythmes banalisés. Nous travaillons 5 jours par semaine, où nous arrêtons le samedi et le dimanche, normalement, on ne travaille pas. Nous travaillons plutôt de 9h à 17h, voire plus, pour ceux qui travaillent plus. Ces rythmes sont banalisés. Mais remarquons qu'il y a eu une première contestation avec les fameux millennials, ces trentenaires, qui, par exemple, ne se retrouvent pas dans l'idée d'une interdiction du travail du dimanche. Et surtout, ce temps capitaliste ou ce temps occidental est remis en question, car il n'est plus actuel en période de Covid. Ce temps long serait plutôt une course sans fin, un horizon temporel éternellement repoussé. Partons d'une phrase de Donald Trump. Donald Trump dit « On n'arrête pas le capitalisme ». Donc ce temps ne s'arrêterait pas. Et on peut prendre en réponse à Donald Trump, il y a plusieurs façons de lui répondre, mais prenons la réponse de l'analyse d'un économiste austro-hongrois très important, Karl Polanyi, grand auteur du XXe siècle, qui a dit « Ce grand marché autorégulateur, donc qui façonne ses propres règles, eh bien ce grand marché, il définit ses règles de gestion du temps, il devient en quelque sorte une fabrique, et le terme est exceptionnel, une fabrique du diable, et donc une cause de la montée des régimes autoritaires. Et donc on constate bien que toutes ces externalités du monde d'avant apparaissent désormais négatives. La deuxième question sur les temps longs qu'on peut se poser, c'est de s'interroger sur le rapport entre le passé et le futur. Avec l'urgence, on était dans une espèce d'éclatement, de dilatation du présent, et pourtant, il y a une question centrale qui nous préoccupe plus que tout autre. Comment faire l'expérience de l'incertitude demain? Comment s'y préparer?
avec des questions qui surgissent. L'avenir a-t-il des possibles finis? Alors que la crise montre bien que l'avenir n'est pas un monde fini de possibles connus. Autre question qui nous taraude. Le passé se reproduit-il de manière idéalisée? Or, la crise nous montre que les possibles non probabilisés sont les plus probables. Et ce qui est très intéressant, c'est que parmi les outils que nous utilisons au quotidien, qui se développent, qui ont une vraie croissance exponentielle, pour utiliser ce dont on parle quand on parle de l'épidémie, pour penser le futur, nous avons recours de plus en plus aux données, aux fameuses data. Le big data sous-tend les modèles de l'intelligence artificielle, et là encore, je vous renvoie aux très belles interventions d'Avner Baren et de Michel Béra dans le premier rapport, qui montrent combien les algorithmes condensent les données accumulées. Et le constat en découle, il est évident. Ce sont les données du passé qui constituent la projection du futur. Exemple récent, pris au hasard, mais on pourrait les multiplier. Prenons l'exemple des risques naturels. Prenons l'exemple des risques d'incendie. Les équations complexes de la physique des incendies partent des données sur les feux du passé, sur ce qui s'est produit comme incendie, pour arriver à la prédiction numérique, et ça devient l'outil utilisé par les pompiers pour protéger les territoires. Et donc on en arrive à l'idée importante que le futur se raconte donc au passé. Et puis, dans ces temps longs, je voudrais prendre un troisième temps qui est parfois oublié ou en tout cas mentionné de façon épisodique, alors qu'il est central dans les équilibres qui se jouent. C'est le temps des générations, qui est probablement le temps le plus long. La crise met à jour des injustices, en parlant d'analyse des âges, dont nous sommes encore fort incapables d'évaluer les répercussions. D'un côté, en haut de la pyramide, les anciens meurent, mais on serait tenté de dire qu'ils ont épargné. Donc ils sont évidemment les premières victimes de la crise sanitaire, mais à contrario moins des répercussions économiques et sociales. Et puis il y a cette fameuse génération Covid qui meurt moins de la maladie, mais qui risque, et évidemment c'est une préoccupation pour nous tous, et en particulier pour un organisme de formation comme le CNAM, il risque une mort sociale. Parfois, on a fait une espèce de parallèle entre la génération 68 et la génération Covid. On a dit la génération 68, c'est celle de la vie. Et puis on a ajouté la génération Covid, c'est celle d'une identification à travers la mort par une épidémie, voire une mort sociale, tant les difficultés d'emploi, par exemple pour les néodiplômés, sont fortes. Et là, il faut tordre le cou. Ces deux générations n'ont rien à voir parce que précisément, la génération Covid, elle est marquée par un effet négatif. Et donc, ce troisième temps m'amène à constater que nous avons l'obligation de tout tenir ensemble. Le collapse qui nous menace, l'urgence qui nous contraint, les temps longs qui nous enserrent. De là découle la nécessité, c'est ce que je ferai dans un dernier temps, de proposer un récit d'accompagnement pour des contemporains qui sont fragilisés en profondeur. Et j'arriverai donc au quatrième temps que j'ai choisi d'appeler de façon un peu provocatrice comme la nécessité que nous avons de construire, de bâtir, de proposer un nouveau narratif, une autre storytelling centrée sur le concept clé, celui de la résilience. Pourquoi nous avons besoin de construire un narratif? Parce que nous avons besoin de nous faire un chemin dans le temps. Parce que nous avons besoin de donner des jalons au temps qui s'ouvre, et parce que dans nos responsabilités respectives, au sein de notre entreprise, au sein de notre institution, nous avons besoin de raconter quelque chose pour préparer tous ceux qui notamment travaillent avec nous, tous ceux qui nous en tirent, au temps qui vient. Et très clairement, dans ce nouveau narratif qui va s'imposer à nous, la résilience apparaît comme une réponse, comme la réponse. La résilience, rappelons-le, c'est la capacité à se reconstruire après un traumatisme. Ce
ce mot, qui est aujourd'hui à pignon sur rue dans le champ de la psychologie, part, rappelons-le, des sciences exactes, part de cette notion d'un métal qui est transformé et que ce métal doit pouvoir, est capable de retourner à son état initial. La résilience est devenue le concept qui s'est imposé et qui construit notre nouveau rapport au temps qui s'ouvre. Rappelons que c'est le nom de l'opération portée par le président de la République, Emmanuel Macron, lors d'un déplacement auprès de l'hôpital de campagne de l'armée à Mulhouse, le 25 mars dernier. Le président de la République, à ce moment-là, nous a dit « On s'engage dans une guerre tout entière, dans l'unité ». Et la question qui s'ouvre alors, la question qui est notre préoccupation, c'est de savoir si nous devons rebondir à l'identique ou rebondir autrement. Vous l'avez compris, la réponse est dans la question. Il faut, en effet, ce narratif de la résilience nous entraîne à aller plus loin et à la notion de persistance, de maintien de continuité, y faire percoler, y infuser la transformation. Il faut trouver des ressources en interne, chez nous, dans nos moyens, pour faire face à l'externe, ou évidemment au sein de son institution. Et la résilience apparaît très clairement supérieure à l'efficience dans le temps. La résilience, c'est vraiment la reconstruction individuelle et sociale qui est permise par un certain nombre de choses, permise par la transformation numérique, par la transformation du sens. Pensons au télétravail, ce télétravail va donner aussi de nouvelles compétences, ce n'est pas simplement une adaptation contrainte, c'est aussi le moyen que cette adaptation devienne une espèce de plus-value. Et la crise elle-même, la maladie, eh bien, cela peut être, aussi paradoxal que cela paraisse, eh bien, cela peut être une expérience de montée en compétences pour chacune et chacun. J'ai plaisir à rappeler le très bel exemple de l'université de tous les patients, qui part d'un principe simple, un malade, même un malade d'une maladie extrêmement lourde, et j'allais dire peut-être encore plus d'une maladie extrêmement lourde, eh bien, se forge des compétences, des capacités, des moyens de réagir qui vont lui permettre non seulement de rebondir, mais de devenir plus fort quand il sortira de ce cauchemar de la maladie. Et donc, soyons clairs, et évidemment, je souhaitais conclure ce moment et cette lecture du temps par l'idée qu'il faut construire un narratif positif et que nous avons tous, partout, dans nos institutions, ensemble, à construire ce narratif. Je l'appellerai le narratif des jours heureux, évidemment en prenant la phrase de Beckett, car en définitive, l'utopie, donc la vision positive, c'est la seule vraie rupture par rapport à la dystopie dont j'ai parlé. Il faut tirer les leçons de la crise et nous avons la nécessité de promouvoir un narratif positif, contrastant avec les crises. Cela passe notamment par deux choses. Il faudra que nous réfléchissions ensemble sur une autre démocratie, de l'action plus interactive, écouter les manifestations de colère sociale qui se sont manifestées un peu partout, dans les institutions, un peu partout, dans la ville, dans les quartiers, dans les campagnes, un peu partout, pour promouvoir une transformation aussi qui parte du bas. Et puis, c'est aussi une leçon, j'en suis convaincu, pour le monde économique, parce que le citoyen doit triompher du consommateur pour une économie qui soit une économie du bien commun. Et en définitive, le mot-clé, par rapport à tous les concepts un peu fourre-tout, un peu opaques dont j'ai parlé, c'est probablement celui de solidarité comme le vrai moyen de conjurer le temps des crises. Et donc, en conclusion, je voudrais juste renvoyer à deux éléments qui me semblent centraux. Le premier élément, c'est que pourquoi on ne préfère pas à la notion de relance la notion de reconstruction ? Parce que la reconstruction, c'est précisément le « re » que nous trouvons dans les deux mots, c'est celui aussi du renouvellement, et donc, évidemment, la reconstruction, c'est cet appel aux jours heureux, et nous savons très bien que certaines valeurs vont s'imposer d'elles-mêmes,
ou certaines manières de faire, je pense à ce qu'on appelle maintenant le social business, l'impact investing, vont être des évidences et non pas des nécessités. Et puis je crois, et c'est évidemment l'occasion d'y rendre hommage, je crois que pour les entreprises dans lesquelles nous devons toutes et tous croire profondément, parce que c'est les entreprises qui seront l'acteur du monde d'après, ce monde d'après sera celui d'une croissance différente, mais probablement aussi d'une croissance plus ouverte sur la cité. C'est peut-être le meilleur résumé du programme de la chaire entre le groupe Alliance et le CNAM. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce moment. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.